Bonjour, bienvenue au dernier webinaire du mois de février du Regroupement québécois des maladies orphelines. Je suis Gaëlle Ouellette, présidente et directrice scientifique du RQMO. C'est notre dernier webinaire là, avec des invités de toutes sortes qu'on a eus. Ce dernier, et non le moindre, qui devrait intéresser beaucoup la communauté rare sur une stratégie, un plan stratégique pour les maladies rares au Québec. Alors, le thème de notre mois de février, c'était sur l'errance diagnostique, l'odyssée des sans-diagnostic. Et pour présenter un peu le RQMO, on opère ce qu'on appelle le Centre IRAR, un centre d'information et de soutien à maladies rares pour toutes les maladies rares et maladies non diagnostiquées aussi. On diffuse aussi de l'information sur les enjeux en lien avec les maladies rares, la recherche, les médicaments orphelins. On sensibilise la population générale, milieu médical et on favorise, on promouvoit évidemment la recherche sur les maladies rares. Au Québec, si on utilise une statistique qui est couramment utilisée de 6 à 8 de la population qui serait touchée par une maladie rare, ça fait environ 700 000 personnes, dont environ 500 000 enfants. Puis, quand on parle de personnes sans diagnostic, à un moment donné dans le temps, on dit toujours qu'il y a 40 à 50 des personnes qui n'ont pas de diagnostic. Évidemment, de celles-ci, il y en a qui vont recevoir leur diagnostic peut-être demain matin, peut-être dans un an, mais certains peuvent prendre des années et des années et peut-être n'en auront jamais. Nous, on a fait un sondage au RQMO qui est pas mal semblable à tous les sondages faits ailleurs dans le monde où, dépendant de ces sondages-là, on parle ça peut être entre 5 à 8 ans la moyenne là, pour obtenir un diagnostic. Nous, 37 de nos répondants ont dit que ça a pris 3 ans ou plus, 18 10 ans ou plus, puis 30 ont dit qu'ils avaient consulté plusieurs médecins pour obtenir ce diagnostic-là. Habituellement, effectivement, c'est le passage de beaucoup de médecins spécialistes avant le diagnostic. Il y en a entre 7 à 8 000 maladies rares. Donc, c'est pour cette raison-là que le diagnostic peut être long. Les médecins ne peuvent pas connaître toutes ces maladies. La plupart, ils ne les rencontreront pas du tout durant leur carrière. Mais cette errance diagnostique-là, il y a quand même des conséquences médicales pour les personnes qui attendent un nom pour leur maladie. Les traitements, c'est difficile à faire, c'est souvent par essai et erreur. Il peut y avoir des traitements inappropriés. Ils peuvent passer par plusieurs faux diagnostics aussi. Puis, dans le cas des maladies génétiques, bien, c'est le conseil génétique qui est absent ou très imprécis. Donc, c'est difficile de déterminer les risques pour une autre grossesse ou pour les autres membres de la famille. Au niveau psychosocial, bien, ça cause de l'incertitude, de faux espoirs quand on passe d'un faux diagnostic à un autre, des difficultés d'accès aux services, de la détresse psychologique. Puis, pour certains, quand c'est très, très long, et surtout pour les personnes qu'on ne croit pas, il arrive que dans le milieu médical, on ne croit pas aux symptômes, la symptomologie que les patients présentent et on pense que c'est psychosomatique. Alors là, ces personnes-là qui ont une vraie maladie peuvent vraiment perdre confiance en notre système médical. Alors, il y a des solutions, il y a des pays qui en ont déjà beaucoup adopté. Donc, nous, c'est sûr qu'on souhaite des actions concrètes qui ont déjà été présentées à notre ministère de la Santé et Services sociaux, puis sur lesquelles ils travaillent maintenant parce qu'on est supposé d'avoir une politique maladie rare cette année. Mais la priorité, puis c'est ce que les patients, les parents, les proches aidants ont dit, c'est qu'il faut former les médecins puis les autres professionnels de la santé, pas aux 7000 maladies rares, mais à la problématique. Qu'est-ce que les gens vivent? C'est quoi les difficultés? Puis
être capable de leur apporter du soutien, surtout durant une errance diagnostique. Mais pour que ces médecins-là aussi puissent mieux diagnostiquer, mieux prendre en charge, ben, il faudrait aussi des ressources, plusieurs ressources soient mises sur pied pour eux, pour les soutenir, les médecins. En France, lors de leur premier plan national maladie rare en 2005, ils sont rendus à leur troisième, ils ont attaqué la question du diagnostic, puis ils parlaient de la culture du doute. Donc, c'est vraiment instauré là, chez les médecins par cette formation-là, chez les professionnels de la santé, qu'il faut douter, qu'il faut oser penser au rare. Puis, comme une personne, une mère et patiente elle-même nous a dit, nous on dit, et si c'était une maladie rare, bien, elle l'exprimait en disant, et si c'était pas psychosomatique, parce que c'est une situation que vivent quand même beaucoup de personnes. Alors, il y a ces deux personnes-là, on a eu des témoignages durant notre mois de zébrier. Les nouvelles technologies de séquençage permettent maintenant de trouver dans certains cas un diagnostic comme ce gars Tommy qui a 14 ans, puis qui a eu récemment un diagnostic, une maladie qui se présente d'une nouvelle façon et qui est associée à un gène. Mais c'est encore dans le cadre de la recherche qu'on trouve ces diagnostics-là. Puis, ce serait bien de l'étendre en clinique. Puis ensuite, il y a beaucoup de ces personnes qui, depuis des années, on a des témoignages de personnes faites 30 ans, 40 ans qu'ils cherchent un diagnostic de maladie qui sont peut-être connus, mais en tout cas pas beaucoup dans notre réseau de la santé pour les diagnostiquer. Alors aujourd'hui, ben, c'est un peu ça, je pense, le plan qui va être présenté pour aider au diagnostic et la prise en charge. J'en profite aussi pour remercier nos partenaires qui ont permis tous ces webinaires et encore d'autres activités, là, qui est une activité qui va avoir lieu samedi et les génies en rare qui ont eu lieu. Donc, je vais laisser la parole à notre invité aujourd'hui. Je vais le présenter pour commencer. Et au cours de la présentation, je vais... C'est ça. Au cours de la présentation, vous pourrez mettre vos questions dans le Q&R là, au bas de votre écran. Pour les anglophones, le Q&A au bas de votre écran. Et on pourra les prendre après la présentation. Alors, merci, M. Béraud, d'être là aujourd'hui. M. Béraud, il est président-directeur général de Montréal In Vivo. Il a une expérience de plus de 25 ans. C'est bon? Dans le... Oui, je crois. Oui, OK, c'est bon. Merci. Merci. Et il y a plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des sciences de la vie. Il a une expertise en marketing et en développement des affaires. Il a été d'ailleurs joué ce rôle-là dans le secteur de diagnostic clinique. Il a été responsable du développement des affaires au sein d'une PME en biotechnologie et auprès de l'industrie d'une organisation de transfert de technologie, puis aussi au développement stratégique et politique d'une association industrielle dans le secteur des sciences de la vie avant de joindre le Montréal In Vivo. Il est aussi, en plus de tout ça, dans son temps libre et bénévole au sein du conseil d'administration d'un organisme qui s'appelle HPC for Humanity, qui vise à mettre à disposition des chercheurs universitaires la puissance de calcul de superordinateurs reconditionnés. Alors, merci, Franck, d'être là aujourd'hui. Nous, on s'est même croisés dans une compagnie biotechnologique de génomique il y a très longtemps. Et puis, ça nous fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. Alors, je te laisse la parole. Bien, merci beaucoup, Gaëlle. En effet, ça fait quelques années qu'on se connaît à travers ce parcours dans une biotech qui ne travaillait pas dans le domaine des maladies rares, mais qui était déjà très impliquée dans le domaine de la génomique. Et puis, donc, effectivement, il y a des liens qui sont à faire.
Donc, merci beaucoup, Gail. Merci au RQMO et à la communauté rare de m'accueillir aujourd'hui. Moi, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est les travaux qu'on fait chez Montréal In Vivo dans le contexte d'une politique sur les maladies rares au Québec. Donc, si ça fonctionne, voilà. Je vais commencer par un petit survol finalement du secteur des sciences de la vie dans lequel Montréal In Vivo œuvre depuis une quinzaine d'années maintenant. Donc, ce secteur-là que vous connaissez mais sans vraiment le connaître, il faut savoir que c'est à peu près 700 organisations qui sont à travers tout le Québec. Évidemment, là-dedans, ce sont beaucoup d'entreprises, des petites, des grandes, mais aussi des centres de recherche, des universités, des centres hospitaliers qui développent des nouvelles technologies dans le domaine de la santé humaine principalement. Donc, un grand nombre d'entreprises, un grand nombre de personnes aussi qui travaillent, parce qu'on parle à peu près de 37 000 personnes qui travaillent directement dans ces entreprises-là, mais auxquelles on peut ajouter à peu près, je dirais, 11 000 personnes de plus qui travaillent dans le domaine de la recherche publique. Donc, le secteur des sciences de la vie, on en a beaucoup parlé avec la pandémie COVID-19 et on a surtout beaucoup parlé des compagnies pharmaceutiques parce que ce sont celles qu'on connaît le plus, mais il faut savoir que le secteur des sciences de la vie, ça regroupe quand même pas mal d'autres types d'organisations. Les compagnies de biotechnologie, on en a une très belle à Québec, par exemple, avec Medicago, qui vient tout juste, d'après ce que Gaël me disait, de recevoir son approbation à Santé Canada pour son vaccin COVID-19. Donc ça, c'est une compagnie de biotechnologie québécoise. Mais on a aussi des entreprises qui sont dans le domaine des technologies de la santé. Donc ça, ce sont plus les dispositifs médicaux, si vous voulez, donc tout ce qui est l'imagerie médicale, tout ce qui est orthèse, prothèse, ce genre de choses-là. Et de plus en plus, des entreprises dans le domaine de la santé numérique ou ouais, c'est ça, santé numérique. Donc ça inclut évidemment tout ce qui est intelligence artificielle appliquée au domaine de la santé. Et des organismes aussi qui sont, ou des entreprises qui sont dans le domaine plus du soutien à l'industrie, comme par exemple les entreprises de recherche contractuelle ou les entreprises de fabrication à façon des différents produits qui sont développés. Donc, un secteur très important pour le Québec et dans lequel on peut être fier de dire qu'on se distingue ici au Québec et à Montréal. Donc, Montréal In Vivo, qui est-ce qu'on est? Donc, nous, un organisme sans but lucratif qui a une mission simple, qui est le développement économique. Notre travail, c'est de faire en sorte que le secteur des sciences de la vie, technologie de la santé dans le Grand Montréal soit le plus favorable possible pour la croissance, la compétitivité et le développement des organisations qui composent ce qu'on appelle cette grappe. C'est le terme technique dans notre jargon à nous, on appelle ça une grappe. Mais finalement, c'est un réseau, c'est un regroupement finalement de, aussi bien, comme je l'ai dit, des entreprises, de chercheurs et des partenaires gouvernementaux. Donc, nous, notre travail, c'est ça pour les différents segments du secteur, c'est s'assurer qu'on a vraiment en main tous les outils pour que nos organisations puissent se développer. Moi, j'aime dire un peu que Montréal In Vivo, c'est un petit peu comme le point d'eau dans la savane africaine, si vous voulez. C'est le lieu où finalement tout le monde, qu'on soit le lion ou la gazelle, on va se regrouper pour puis faire la paix pendant quelques minutes, le temps que chacun puisse aller boire. Ben, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu une caricature, mais ce qu'on fait chez Montréal In Vivo, on s'assure que des grandes entreprises et des petites viennent s'asseoir à la table, discutent entre elles, puis réalisent que finalement, elles ont des enjeux en commun, elles ont des choses qu'elles pourraient développer ensemble. Puis des chercheurs embarquent là-dedans aussi, et puis des établissements de santé aussi. Et ensemble, ils développent finalement des liens, des relations, et ils se mobilisent pour travailler à améliorer l'écosystème des sciences de la vie dans le Grand Montréal. Donc, prochaine diapositive. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait chez Montréal In Vivo? En fait, on monte surtout des projets. On fait beaucoup de projets en fait qu'on veut structurants pour notre écosystème. Et tous ces projets-là se font toujours en collaboration avec les différents partenaires du milieu. Quelques exemples qui vont être assez simples à comprendre. Par exemple, le programme de développement de l'entrepreneuriat en sciences de la vie. Ça partait d'un constat très simple, c'est que les jeunes entrepreneurs nous disaient, on n'a pas beaucoup d'accompagnement pour pouvoir éviter de faire les erreurs de base. La plupart de ces entrepreneurs-là sont des scientifiques qui se lancent en affaires, mais ils n'ont jamais appris à l'école à être PDG d'une jeune entreprise. Donc, on les a
on les forme en fait. On leur donne une espèce de cursus sur un an. Ils viennent une fois par mois, une fin de semaine, puis on leur donne tous les outils, si vous voulez, pour devenir des meilleurs entrepreneurs tout en s'appuyant sur leur formation en sciences. Ou un peu plus tard aussi, quand ils ont lancé leur entreprise, ben, on les jumelle, si je peux dire, on les associe à des entrepreneurs plus chevronnés. Ça, c'est le programme de mentorat de succès. Ben, là encore, pour éviter qu'ils fassent certaines erreurs et puis qu'ils puissent avoir quelqu'un à qui parler en toute confiance. On crée des événements importants, effervescence qui va avoir lieu du 10 au 12 mai là, de cette année 2022, en présence au marché Bon Secours, très très content de ça, enfin. Et puis, on a des projets, par exemple, dans le domaine de EDI, donc équité, diversité et inclusion, pour rendre nos entreprises un peu plus, je ne veux pas dire sensibilisées, mais plus efficaces dans les questions de l'inclusion et puis de l'équité dans leurs équipes de direction surtout. Donc, on a certains axes importants, donc le développement, la croissance des organisations, des entreprises, la main-d'œuvre, évidemment, c'est un de nos enjeux, la sensibilisation des citoyens et de la population en général sur les impacts de l'innovation. C'est un petit peu ce que je fais aujourd'hui, c'est d'être là pour vous expliquer qu'est-ce qu'on fait et pourquoi c'est important des sciences de la vie. Puis s'assurer aussi que les innovations qui sont développées dans le secteur, elles se retrouvent finalement dans les mains du médecin ou du professionnel de la santé pour soigner des patients d'ici, parce que ça reste un enjeu difficile à contourner en ce moment. Et puis, on veut également s'assurer que le secteur est vraiment perçu comme absolument incontournable dans la relance économique post-pandémie au Québec. Alors maintenant, qu'est-ce qui nous amène aux maladies rares et pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui? Donc, vous le savez, en 2019, il y a eu le groupe de travail québécois sur les maladies rares qui a été lancé par le ministère de la Santé. Et tout de suite, on sait, chez Montréal Niveau, on a créé un comité sur les maladies rares parce qu'on voulait s'assurer que la voix de tous les membres de l'écosystème puisse être entendue aussi et proposer des actions en lien avec le travail que faisait le ministère de la Santé. Et comme je le disais tantôt, nous, on essaie de regrouper vraiment des gens qui sont d'horizon et qui ont des profils vraiment différents pour pouvoir avoir une vue le plus 360 degrés, si je peux dire, sur les enjeux. Puis c'est ça qu'on a fait avec ce comité de projet. Je vais y revenir tantôt. Et en fait, donc, les objectifs étaient clairs. Là, c'était de se positionner puis de se questionner sur qu'est-ce qu'on peut mettre de l'avant là pour permettre aux patients d'avoir un accès plus rapide aux innovations qui sont à la fois thérapeutiques et diagnostiques qui sont développées dans le secteur. Et en parallèle de ça aussi, ben, c'est améliorer la compétitivité de notre secteur des sciences de la vie et spécifiquement dans le domaine des maladies rares. Et on ne veut pas faire ça en vase clos, on ne va pas réinventer la roue à chaque fois, donc on veut toujours, dans ces cas-là, s'inspirer des meilleures pratiques à l'international. Alors le comité, bon, je vous épargnerai la liste, je ne vais pas vous lire chacun des membres, mais ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que c'est un comité auquel d'ailleurs le RQMO participe à travers Gale, mais qui se voulait vraiment multidisciplinaire, si je peux dire, donc avec des gens de l'industrie, grandes et petites aussi, donc des grandes pharma, des petites biotech, des compagnies aussi plus dans le domaine de technologie médicale, des chercheurs qui étaient là. On avait également des cliniciens on a des cliniciens qui sont présents dans ce comité-là. Puis, on a eu aussi la collaboration, d'ailleurs, de représentants du ministère de l'économie et l'innovation, puis du ministère de la Santé, et certains établissements qui étaient là également. Donc, c'est vraiment en ayant, je dirais, une diversité de points de vue, une diversité d'opinions qui fait en sorte que je pense que ce qu'on propose a une grande valeur pour le ministère et pour la population du Québec. Alors, comme souvent, quand on lance un comité, on a commencé par quelques études pour bien comprendre d'où est-ce qu'on part, c'est quoi la photographie au temps zéro, si vous voulez. Et on a fait en 2020 donc un répertoire
des entreprises qui sont dans le domaine des maladies rares au Québec? Est-ce qu'on a une masse critique d'entreprises? Puis la réponse est oui, on en a, et on en a des très bonnes, et on en a qui sont même devenus des fleurons, qui ont même été acquises par des grandes sociétés internationales. Ipsen qui a acquis, par exemple, Clémentia pour une couple de milliards de dollars. Là. Donc, ça vous donne une idée qu'on a une masse critique d'entreprises euh, dans ce domaine-là. On a également regardé nos chercheurs, est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont pas bons, est-ce qu'on en a ou pas dans le domaine des maladies rares. Donc, on a fait cette étude bibliométrique en 2020 là aussi. Et la réponse est oui, on a des chercheurs qui, en moyenne, sont cités très, très favorablement dans les études scientifiques. Vous savez que quand on écrit un article scientifique, on va souvent se référer à d'autres études qui ont été faites ou d'autres recherches qui ont été faites par d'autres chercheurs. Puis nos chercheurs québécois sont très souvent cités dans les articles en lien avec les maladies rares. Donc ça démontrait qu'on avait vraiment une très bonne expertise scientifique au Québec dans le domaine des maladies rares. Et puis ensuite, on a regardé un petit peu, en termes de politique publique, ce qui se fait au Québec dans le domaine des maladies rares versus d'autres juridictions pour voir là où est-ce qu'on en était, puis comment on pouvait s'inspirer de ce qui se faisait ailleurs. Donc là-dessus, je dirais qu'on a probablement, on n'est pas en tête de peloton, on est plutôt probablement en queue de peloton, mais en tout cas, à défaut d'être les leaders à ce niveau-là, ça nous donne des bonnes idées sur ce qu'il faut faire là, dans le domaine des maladies rares. Donc tout ça, ça a amené à la production un plan d'action stratégique pour les maladies rares, qui regroupe finalement différentes recommandations pour les principaux enjeux qui ont été identifiés par le comité. Euh, le plan, je ne vais pas vous le présenter en détail maintenant parce que, premièrement, on n'aurait pas le temps. Puis, deuxièmement, il n'est pas encore tout à fait finalisé. Puis, j'aimerais beaucoup, en fait, si on avait un petit peu de temps de discussion, avoir quelques-unes de vos idées aussi. Ça pourrait aider à le bonifier. Mais grosso modo, ce que je voulais vous dire ici, c'est que les acteurs qui se sont mis autour de la table pour travailler ensemble sur ce plan-là sont des gens engagés qui veulent travailler main dans la main avec le gouvernement du Québec pour que finalement, on ait une politique québécoise sur les maladies rares qui tienne la route, si je peux dire, qui permette de faire des gains rapides pour la communauté rare, pour les patients, pour les proches aidants également. Donc, c'est vraiment l'objectif là de ce plan d'action stratégique. Donc, on a regroupé finalement les enjeux qu'on a identifiés dans le comité en 4 catégories. Le premier, évidemment, l'offre de soins aux patients. Ce qui ressort en fait de ce que les gens nous ont dit, c'est qu'il y a un manque d'équité et qu'il faudrait régler ça, cette question d'équité dans l'accès aux soins et aux services au Québec. On dit la formation des professionnels, elle n'est pas égale partout et elle n'est pas forcément au niveau où elle devrait être partout et tout le temps. Donc, il y a beaucoup à faire à ce niveau-là. Puis, c'est clair qu'on rejoint les points que Gaël disait tout à l'heure, là, et le RQMO. On l'a validé, si je peux dire, on a reçu les mêmes sons de cloche. L'errance diagnostique, c'est justement le thème, je pense, des webinaires de cette année. L'errance diagnostique qui retarde la prise en charge, ça a des impacts très importants sur les patients et sur leurs entourages. Et puis, l'absence de dépistage précoce qui fait que dans certains cas, on manque une fenêtre d'opportunité pour le traitement parce que, justement, on a fait le dépistage trop tard. Au niveau du financement, c'est surtout le financement de la recherche. C'est un domaine de recherche qui est relativement peu financé par rapport à d'autres domaines de recherche. C'est sûr que quand on regarde en ce moment, le COVID-19, c'est probablement un des domaines de recherche les plus financés, mais même par rapport à d'autres comme le cardiovasculaire, neurosciences ou l'oncologie, les maladies rares, c'est un domaine relativement peu financé. C'est ce que les gens nous disent. La difficulté aussi, c'est que les patients sont finalement, les patients et l'expertise est assez dispersée à travers tout le territoire du Québec. Hein, c'est grand le Québec. Et c'est un problème, par exemple, pour la recherche clinique, parce que ça devient coûteux de faire de la recherche en maladies rares. Donc, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Et puis, clairement, ce qu'on nous a dit aussi, c'est qu'il n'y a pas de registre sur les données de santé maladies rares. Donc, dans certains cas, il n'y a même pas de codification adéquate à la RAMQ. Donc, c'est vraiment difficile d'attirer des financements si on n'a pas des bonnes données fiables sur ce dont on parle. Donc, ça complexifie encore la recherche sur les maladies rares.
On nous a parlé aussi d'enjeux en termes de préoccupation sur la capacité à payer, ça c'est important aussi, hein. Comment est-ce qu'on finance les nouveaux traitements? On sait que ces traitements très ciblés peuvent être très onéreux aussi. Ben, comment est-ce qu'on le finance? Il faut se poser des questions, puis les bonnes questions, il y a des questions d'éthique, il y a des questions pas juste financières et budgétaires. La question de la couverture des assurances pour pour les médicaments, par exemple, qui ne sont pas couverts par le régime général d'assurance maladie. Là encore, c'est une question d'inéquité en termes d'accès au traitement pour les patients au Québec. Donc ça, c'est un enjeu qui est ressorti également. Puis, dernière catégorie d'enjeux, c'est les enjeux en lien avec l'environnement d'affaires. Je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, on est relativement peu compétitif comparé à d'autres pays. Il n'y a pas vraiment d'incitatif au Québec pour développer des innovations dans le domaine des maladies rares. Ajouter à ça le fait que les délais d'approbation sont trop longs au Québec et au Canada. Et puis, les délais d'accès, donc une fois que le produit a été approuvé, mais pour qu'il puisse se rendre finalement si j'ose dire, en fait, dans les mains du professionnel de la santé et au chevet du patient, mais les délais sont parmi les plus longs parmi les pays de l'OCDE. Donc, on a quelque chose à faire à ce niveau-là en termes d'amélioration. Donc, ça, c'est les grands enjeux, si vous voulez, qu'on a identifiés. Après ça, ben, comme je le mentionnais tout à l'heure, on s'est dit, ben, il est temps d'agir. L'opportunité, c'est pas demain, c'est maintenant. Donc, il faut implanter un certain nombre d'actions concrètes, hein, pour que les patients qui sont atteints d'une maladie rare, d'une condition rare, puissent vraiment avoir accès à une offre de soins qui soit de qualité équivalente à l'offre de soins pour les maladies communes. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on a établi notre plan stratégique avec les comités projets, qui, comme je le répète, hein, s'appuie vraiment sur l'expertise et l'expérience des membres de ce comité-là, où vous avez vu très diversifié, puis des gens qui sont sur le terrain, qui savent de quoi ils parlent, et qui s'inspirent aussi des meilleures pratiques internationales. Donc, toutes ces actions-là, on les a regroupées en 7 grandes thématiques. Puis, je vais pas donner l'ensemble des recommandations pour chacune des thématiques, mais au moins, vous avez une bonne idée de ce qu'il va y avoir dans ce plan d'action. Premier thème, le diagnostic. Bon, ben, on a des recommandations en termes de soutien au centre d'expertise, par exemple pour les tests génomiques, pour le séquençage, la mise à jour du programme de dépistage néonatal. Donc, accélérer le diagnostic, extrêmement important. L'amélioration de la prise en charge, là aussi, les recommandations qu'on a eues, elles portent sur l'ajout d'expertise et de soins dans le réseau, notamment en région. Elle porte aussi sur la formation des professionnels de la santé. Gaël en a parlé un petit peu tout à l'heure, là aussi. On ne peut pas s'attendre à ce qu'ils soient formés sur l'ensemble des 7 ou 8 000 maladies rares, mais au moins sur un processus puis une certaine méthodologie, on va dire, J'aime bien la diapo que Gaël présentait sur la culture du doute. Là, je trouve ça intéressant comme approche. Et puis, on a des recommandations là aussi qui portent sur la création ou le développement d'un répertoire des expertises en maladies rares au Québec. Le troisième thème, c'est les données de santé. Donc, regrouper, centraliser les données de santé. Évidemment, l'idée, c'est d'être le plus possible optimal, je dirais, sur la trajectoire de soins du patient. Donc, les recommandations là tournent autour de l'idée de regrouper dans un registre québécois les données des patients sur les maladies rares. Puis il faut que ce registre-là, on puisse y avoir accès pour pouvoir développer de nouvelles innovations, puis soit de nouveaux diagnostics, soit de nouveaux thérapeutiques, en fait. Le quatrième thème important, le développement des innovations. Montréal Bio, c'est vraiment sur quoi on veut travailler le plus aussi. C'est le financement de la recherche pour les maladies rares, puis le soutien aussi aux PME qui sont innovantes et qui développent des solutions pour les maladies rares. Le cinquième thème qui est un peu lié aussi avec le numéro 4, c'est l'attraction des études cliniques, parce que c'est important d'avoir des études cliniques en maladies rares au Québec. Dans bien des cas, c'est la seule façon pour un patient d'avoir accès à des nouvelles thérapies qui sont encore en phase de développement et de validation. Donc, c'est important qu'on puisse être attirant, je dirais, au niveau international pour pouvoir avoir ces études cliniques-là. Donc, les recommandations tournent autour de l'idée de créer des incitatifs, notamment financiers, pour pouvoir attirer plus d'études cliniques ici au Québec. Le sixième thème, l'accès au traitement, ça c'est vraiment la question des recommandations tournent autour des questions de processus d'évaluation des nouveaux traitements.
et de leur remboursement, en fait, par les régimes publics et privés, des recommandations dans ce sens-là, parce qu'aujourd'hui, je l'ai mentionné un petit peu plus haut en termes d'enjeux, c'est beaucoup trop long, ça devrait être beaucoup plus rapide à partir du moment où un médicament, un traitement est approuvé par Santé Canada, on devrait pouvoir le rendre immédiatement disponible. Et puis on s'arrangera après pour la façon de le rembourser. Puis le dernier, qui est peut-être un petit peu plus loin des préoccupations du RQMO et puis de la communauté rare, mais ça revient un petit peu à la question du financement, en fait. Il y a un gros financement fédéral, un investissement fédéral en maladies rares, ou une volonté, en tout cas, pour mieux soutenir le développement d'options dans le domaine des maladies rares. Ben, il faut qu'on aille chercher la part juste, et je dirais même, moi, je dirais la part du lion, en fait, de ces argents-là au Québec, pour pouvoir justement mieux soutenir et financer nos entreprises d'ici qui développent des traitements innovants. Donc, on a un certain nombre de recommandations dans ce sens-là. Donc ça, c'est le survol rapide. Je sais que j'ai pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas vous assommer avec tout le détail, mais c'est vraiment ce qui a été retenu par le comité. Je vais conclure sur les conditions du succès, parce que c'est bien beau d'avoir un document comme ça, mais il faut, si on veut pas que ce soit tabletté, comme on dit, il faut se poser des questions sur quelles sont les conditions de succès finalement, et comment est-ce que le gouvernement du Québec et le ministère de la Santé peuvent mettre en place un plan national pour les maladies rares. En fait, il faut déjà un dialogue, il faut une collaboration. Et puis peut-être que il faut arrêter de penser uniquement Québec, Québec, Québec. Il faut regarder ce qui se fait avec les autres provinces, avec le fédéral. Il y a différentes parties prenantes dans l'écosystème rare. Donc, comment est-ce qu'on fait travailler plus tous ces gens-là? Et puis, c'est pas vrai qu'on va nécessairement avoir les ressources pour développer un plan maladie rare au Québec, un plan maladie rare en Ontario, un plan maladie rare au BC. Si on était capable de mettre en commun certaines ressources, ben, probablement que ça augmenterait les chances de succès de ces plans-là. Ne pas réinventer la roue, s'inspirer des meilleures pratiques internationales, ça c'est une, je dirais, ça tombe, c'est du gros bon sens comme on dit là, mais la question du cadre réglementaire prévisible, cohérent au niveau provincial, au niveau fédéral, ça aussi c'est un facteur important pour le succès. Et puis ben, la question du financement, il faut mettre en place des nouvelles façons de financer la recherche, l'innovation, le développement d'options thérapeutiques et diagnostiques là, pour les maladies rares, pour qu'on puisse améliorer notre compétitivité de l'écosystème. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires, je serais heureux de les prendre. Et je vais peut-être remettre ma diapositive avec les 7 thématiques parce que ben, c'est ça, j'aimerais bien vous entendre et puis éventuellement répondre et prendre en note, je dirais, les suggestions. S'il y avait ce qu'on appelle dans notre jargon, on a des quick wins, là, des petites victoires rapides et faciles qu'on pourrait identifier et mettre en place tout de suite. Moi, je serais preneur parce que on veut pouvoir amorcer la roue avec quelques bonnes nouvelles ou quelques actions concrètes qui se développent rapidement puis qui portent fruit rapidement et bâtir à partir de ça. Donc, je vous remercie encore une fois de votre attention. Merci, Franck, de cette présentation-là de Montréal in vivo, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la communauté rare qui ont avantage à connaître votre existence, puis sur ce plan. Puis je vais commencer par dire encore merci à Montréal in vivo pour cette initiative-là et d'avoir invité le RQMO puis d'autres associations de patients aussi à y participer pour que, comme tu disais, tous les acteurs, finalement, des sciences de la vie concernés par les maladies rares puissent travailler ensemble puis s'aligner sur une possible politique. Puis on vous remercie aussi pour l'écoute que vous avez eue parce que il arrive quelquefois dans le domaine des maladies rares qu'on pense souvent recherche seulement, recherche fondamentale, essais cliniques. C'est sûr qu'on en veut, mais que vous avez fait le lien avec la clinique, là, par exemple, pour accélérer le diagnostic, pour améliorer la prise en charge, parce que ça tient compte vraiment
des priorités, là, les 3 priorités qui étaient ressorties de notre sondage auprès de 300 personnes atteintes puis par an, c'était numéro 1, justement, la sensibilisation puis la formation des professionnels de la santé pour qu'on puisse accélérer les diagnostics, avoir une meilleure prise en charge. Puis les numéros 2 et 3, c'était promouvoir, financer la recherche et l'accès au traitement. Fait que ça répond en tout cas aux priorités que nous, on a sondées il y a déjà un bout de temps puis qui sont, je pense, assez présents. Pour la suite, en fait, on a une question ici parce que, comme tu le sais, là, il y a un comité consultatif québécois là, pour les maladies rares qui travaille en ce moment. Bonne nouvelle, en janvier, enfin, les associations de patients ont été consultées par ce comité-là et ils sont à la rédaction d'une politique. Fait que la personne demande quand est-ce que votre rapport pourrait leur être communiqué, quand, comment. C'est une très bonne question. En fait, le rapport est en train d'être finalisé, donc on parle de quelques jours, semaines. D'ici, en fait, ce qu'on a demandé, c'est justement de rencontrer au ministère de la Santé donc les personnes qui sont en charge d'écrire finalement cette politique-là pour leur présenter le résultat de nos consultations et puis toutes nos recommandations. Donc, je ne sais pas s'ils vont vouloir nous rencontrer, mais quoi qu'il en soit, je vous dirais que quelque part au mois de mars, là, vers la mi-mars, fin mars ou plus tard, ils vont recevoir la version définitive là, du document. Mais c'est clair qu'on aimerait pouvoir aller leur présenter de vive voix, si je peux dire, mais on va s'assurer de leur transmettre là, dans les meilleurs délais. Bon, ben merci. Je vois pas pourquoi ils refuseraient de vous voir. Évidemment. Pas de contrôle là-dessus. Il me semble c'est un groupe important là, dans l'écosystème des sciences de la vie, comme tu l'as appelé. Et puis, évidemment, vous avez dans votre visée aussi le MEI, Ministère de l'Économie et de l'Innovation aussi. Évidemment, si tu peux nous dire quelques mots là-dessus, là, depuis plus d'1 an, il y a une réforme, c'est les sciences de la vie, de la recherche-innovation au Québec. Il y a même eu une consultation du scientifique en chef à l'automne. Est-ce que tu peux nous dire un peu où ça en est, vers quoi on se dirige pour les sciences de la vie au Québec? Oui. Écoute, c'est un bon point, Gaël, parce qu'il y a plusieurs des recommandations ou des thématiques là qui touchent ou qui interpellent directement le ministère de la Santé, mais il y en a plusieurs aussi qui interpellent effectivement le ministère de l'Économie et de l'Innovation qui s'occupe de toutes les questions liées à la recherche et qui s'occupe de toutes les questions spécifiquement liées au secteur des sciences de la vie. Donc, ils sont sur notre liste de gens à qui on veut parler, ça c'est clair, avec notre plan, ça en fait partie. Mais pour répondre plus spécifiquement à ta question, en ce moment, effectivement, le secteur, je vais faire un petit pas en arrière. Il y a donc en 2017, le ministère de l'Économie a publié, à la suite d'un processus là, qui avait engagé beaucoup le secteur des sciences de la vie, une stratégie québécoise des sciences de la vie, qui a été fort bien reçue. C'était une stratégie sur 10 ans, avec du financement sur 5 ans. Donc là, ils arrivent au bout de la 5e année. Et ils ont donc lancé un processus de mise à jour de cette stratégie québécoise des sciences de la vie afin d'aller chercher le financement nécessaire pour les 5 prochaines années. Donc, ça a été l'occasion. Puis, ça arrivait pile post ou pendant le COVID-19. Donc, il y avait certainement des choses à revisiter, on va dire, parce que quand la stratégie avait été écrite, évidemment, personne n'avait COVID-19 sur son écran de radar. Donc, on est dans cette phase-là. Cette nouvelle version de la stratégie québécoise des sciences de la vie va être publiée quelque part au mois de mai, avril-mai, dans ce coin-là de cette année. Donc, nous, on s'attend quand même à ce qu'il y ait certains des points qu'on met de l'avant qui seraient, on l'espère en tout cas, adressés, on va dire, ou en tout cas, un peu moins considérés là, dans la stratégie québécoise des sciences de la vie. Mais, écoute, on a évidemment là, pas de contrôle là-dessus et pas de certitude, mais c'est sûr et certain qu'on va faire toutes les démarches nécessaires. Et pour revenir, tu as parlé de scientifique en chef, il y a aussi en parallèle de ça une politique, je devrais le dire plutôt une stratégie québécoise de recherche et d'innovation, donc qui n'est pas spécifiquement sciences de la vie santé, qui est vraiment tout secteur confondu. Et là aussi, il y a certainement des choses en tout cas, qui vont toucher spécifiquement le secteur des sciences de la vie et qui pourraient, on l'espère, bénéficier de la recherche et l'innovation dans les maladies rares.
Bon, On se croise les doigts. Beaucoup de belles initiatives là, qu'on attend, on attend les résultats. Donc, gênez-vous pas de mettre des questions puis vos commentaires. J'en ai une pour toi, Gaël. Oui. Dans tout ce que tu vois là, est-ce que tu serais capable d'identifier peut-être je reviens avec mes quick wins là, donc nos petites victoires rapides qu'on pourrait essayer de mettre de l'avant parce que je trouve ça important quand on est dans un processus comme ça tu sais que ça motive tout le monde aussi et puis on est capable de dire bah regarde c'est pas un plan pour 25 ans là, c'est dans les 6 mois, un an on est capable de mettre ça en place. Mais regarde ça aura déjà fait une grosse différence auprès des patients et de la communauté rare. Donc, je ne sais pas si toi, tu en as des idées à ce niveau-là. Moi, je suis preneur, je vais prendre des notes. Certainement. En fait, ça fait, je dirais, un an, plus d'un an, là, on fait part au ministère de ce qu'on pense et ce qu'on pense. C'est ce que les patients, les proches aidants, les parents nous ont dit, là. Notre sondage, ça fait un bout de temps qu'on l'a fait à notre création, mais nous, on a le Santé Rare, c'est des milliers de personnes qui nous contactent pour de l'information, puis c'est du soutien là, depuis des années. Puis il y a toujours des thèmes qui reviennent. Donc, ce qu'on a présenté, surtout depuis un an, pour ne plus attendre un énoncé général, une politique, un plan, un gros plan, mais pour avoir des actions concrètes immédiates, là, des quick wins, comme tu dis, donc des succès immédiats, si je peux traduire. Ben nous, comme je l'ai dit un peu dans les solutions pour l'errance diagnostique, mais c'est la même chose pour une meilleure prise en charge. C'est vraiment là, cette formation qu'il devrait y avoir, ou même d'abord, c'est même une sensibilisation. Pourquoi on a le symbole zèbre, c'est parce que on pense moins aux zèbres qu'aux chevaux là, dans notre système de santé. Notre système de santé, il est peu adapté à la rareté. Donc, une formation, puis des médecins et des autres professionnels de la santé, comme on l'a dit, puis tu t'as répété, c'est pas sur les 7000 maladies rares, mais il y a tellement de particularités de ce que vivent les personnes avec une maladie rare. Il y a l'errance diagnostique et aussi le soutien, les particularités que les gens ont besoin là, de soutien quand ils sont dans une errance diagnostique comme ça, le manque d'uniformisation des pratiques, des guides de pratique, même des tests génétiques ne sont pas uniformisés à travers notre province. Donc, c'est vraiment la clé, là. Puis, nous, on pense que ça pourrait être fait très rapidement, parce que c'est à travers les facultés de médecine. Pourquoi pas tout de suite là, commencer ce travail-là? Avoir un plan pour ça, ça serait facile, là, je dirais dans 6 mois, maximum un an, puis ensuite on commence. Là. Et évidemment, je pense qu'il faudrait que ça soit en partenariat avec la communauté rare puis les associations. Fait que ça, c'est pour nous, là, c'est immédiat. L'approche diagnostique, elle devrait être enseignée at large, pas seulement à nos spécialistes médecins généticiens ou il y a des approches diagnostiques pour d'autres catégories de maladies aussi, devraient être enseignées. Ensuite, la deuxième chose, c'est les ressources. Nous, à notre Santé Rare, on a constitué un répertoire d'experts en certaines maladies rares. On a constitué le répertoire des cliniques spécialisées au Québec pour le projet Orphanet Québec. Ça devrait être quelque chose qui est disponible pour tous les médecins, surtout les médecins de famille, les urgentologues qui souvent ne savent pas quoi faire avec quelqu'un qui a une maladie rare ou référer la personne, comment faire. Fait que les médecins, il leur faut aussi là, des ressources, il leur faut savoir où aller, comment faire. Je dirais que c'est nos deux principales demandes là, qui sont très concrètes, qui pourraient être faites rapidement, puis qui pourraient rapidement, je pense, changer beaucoup la trajectoire de soins pour avoir un diagnostic ou pour une meilleure prise en charge. C'est ça qu'on a d'autres demandes là, par rapport au registre, à d'autres maladies aussi plus spécifiques, les associations, mais ça, pour nous, c'est primordial.
Mhm. Donc, on est là dans des actions vraiment en lien avec la sensibilisation en premier lieu. Peut-être même dès la formation initiale des médecins, travailler avec les facultés de médecine, c'est pas compliqué, il y en a 4 au Québec. Donc, ça fait 4 organisations à aller voir pour voir comment est-ce qu'on pourrait inclure finalement une sensibilisation ou une formation de base sur le processus de diagnostic que devrait suivre un médecin s'il a le moindre doute d'une condition rare ou d'une maladie rare, en fait. Exactement. Puis j'en profite là, pour parler de ce qu'on a fait samedi dernier. J'en profite, là, j'attends encore des questions, puis j'en aurai d'autres à te poser, mais on a fait le génie en rare, que, à notre connaissance, là, c'était une idée originale, ça n'a jamais été fait ailleurs à notre connaissance. Donc, c'était un peu comme ce qu'on connaît, génie en herbe à la télévision, mais c'était le génie en rare. Il y avait 32 étudiants de médecine divisés là, en 8 équipes de 3 facultés de médecine du Québec. Puis, les questions, comme on le dit, c'est pas une question de leur faire étudier 7000 à 8000 maladies rares, mais les questions étaient, il y avait plusieurs types, mais dont, justement, les gens, je pense qu'ils savent même pas combien il y en a de maladies rares. Ça touche combien de personnes. Justement, l'errance diagnostique, qu'est-ce que ça représente. Alors, il y avait des questions comme ça. Ensuite, il y avait des questions sur des maladies, mais qu'on sait par nombreuses expériences d'association de maladies rares de patients qu'ils sont sous-diagnostiqués, donc enseigner quelques signes qui sont caractéristiques, qui pourraient pointer. Ensuite, on a aussi attaqué la question qui est un peu une question sensible, mais là, il faut en parler. Mais malheureusement, de nombreuses personnes sont envoyées en psychologie ou en psychiatrie ou sont étiquetées malades psychosomatiques, maladies somatoformes ou même des troubles plus graves. Parce qu'on ne croit pas que ce soit possible que ce qu'ils rapportent soit vrai. Puis il y en a qui finissent par avoir leur diagnostic d'une vraie maladie rare, mais il y en a encore qui souffrent de ces préjugés dans notre milieu de la santé. Donc ça, on a aussi posé des questions là-dessus, des affirmations de patients, là, débâtir, déconstruire certaines croyances qu'on entend dans le milieu médical. Donc, c'était 150 questions que les étudiants avaient à étudier. Lorsqu'on a fait le concours samedi, puis vous pouvez aller en voir des parties on va avoir les enregistrements. Ils ont performé, là. Il n'y a presque pas de questions qu'ils ont. Donc, les gagnants, ça c'est toujours, ça a été par ce qu'on appelait le dernier jeu, qui était avec un buzzer, là, le plus rapide. Alors, ils ont vraiment étudié, et ils nous ont dit à la fin qu'ils avaient beaucoup appris. Alors puis ça, on va le rendre disponible. C'est un logiciel intéressant pour étudier, genre flashcard à l'Internet. Puis je vais vous dire aujourd'hui, là, en primaire, ben, les gagnants, en fait, ça a été une équipe de femmes étudiantes en médecine. C'était l'équipe Les Axones, du regroupement des étudiants de médecine de l'Université Laval. Et puis, c'était Amanda Barnes-Métrance, Émilie Lavoie, Charlotte Dupont et Sandrine Roche. Et ils ont gagné une bourse de 2000 $ qui vont pouvoir se partager. Et en tout cas, ça s'est bien déroulé. Ils ont dit qu'ils ont trouvé ça très plaisant à faire. Et puis, je trouve ça bien intéressant. Très intéressant, en fait, de l'angle de la relève, finalement. Donc, de passer par la relève très tôt, sensibiliser les étudiants en médecine. Je pense que, bon, c'est un angle fort intéressant. Après, qu'est-ce qu'on peut faire sur les médecins déjà en place, déjà en pratique, qui sont souvent des médecins généralistes, hein, parce que c'est évidemment la première ligne. Est-ce qu'il y a des outils qu'on pourrait développer de sensibilisation? Est-ce qu'il y a des applications qui pourraient être mises de l'avant, genre sur téléphone? Ça, c'est des questions qu'on se pose aussi. Comment est-ce qu'on rejoint ces gens-là qui sont en première ligne, ces médecins-là qui sont en première ligne?
Oui, donc là, on touche les étudiantes de médecine, mais je pense que tous les autres, même les médecins spécialistes, comme je dis, là, c'est une approche aussi, hein. Même si c'est les médecins spécialistes qui rencontrent le plus de maladies rares, il y a quand même une approche là, qui peut aider plus les patients. Ben, je pense que la formation continue, hein. Une formation continue pour tous les autres médecins, ça serait bien. Puis effectivement, là, il faudrait faire des outils, des guides, Puis, tu l'as dit plus tôt, pourquoi réinventer la roue? Écoute, la France sont rendus à leur 3e plan national maladies rares, hein, depuis 2005 et 26, je pense, des 28 pays de l'Union européenne en ont un. Ça a été pas mal uniformisé à travers l'Union européenne et donc il y a beaucoup d'idées là-dedans qu'on pourrait sûrement s'inspirer. Puis, une question, je voulais te poser, en fait, un commentaire. À un moment donné, je suis allée sur le site de Montréal In Vivo, puis j'encourage les gens à y aller. Et j'ai été étonnée moi-même du nombre de compagnies de biotechnologie dans le domaine des maladies rares. Disons que nous, on est peut-être moins en contact. Cette année, on veut commencer à faire plus de transferts de connaissances, puis de mettre en lumière ces compagnies-là au Québec. Je pense qu'on connaissait plus les compagnies qui ont évidemment développé des thérapies, mais on était bien étonnés du nombre de biotechnologies. Puis j'imagine que c'est toutes sortes de domaines, les thérapies, les outils diagnostiques, biomarqueurs, je ne sais pas, peux-tu nous en dire un peu plus? Mais, oui, en fait, on a effectivement plusieurs entreprises et on a surtout des très beaux succès commerciaux, si je peux dire, en fait, parce que dans le domaine des entreprises, l'argent va là où il y a une possibilité d'avoir un retour sur l'investissement. Ok. Alors donc, investir, on pourrait penser que oui, investir dans une compagnie dans le domaine des maladies rares, c'est tellement niché, ça va jamais intéresser personne. Mais en réalité, ce qu'on a vu au Québec, ailleurs, mais aussi et surtout au Québec, moi j'en suis très très fier, on a vu des compagnies qui ont été rachetées par des plus grosses compagnies. Une des premières, ça a été Novia qui a été rachetée par Alexon, qui est ensuite maintenant dans le giron de AstraZeneca. Donc, ça, c'était une technologie inventée, développée à Montréal et qui ensuite a servi, puis qui a cheminé dans le développement et qui est devenu un produit qui se retrouvera sur le marché. Mais tu sais, cette compagnie-là a été achetée pour quasiment $1 milliard. Donc ça veut dire que les investisseurs qui ont mis de l'argent dans cette compagnie au démarrage ont fait un très bon retour sur leur investissement. Reprenons l'exemple de Clémentia, Clarissa Desjardins était la PDG de cette compagnie-là, qu'elle a vendue à une compagnie qui s'appelle Ipsen. Mais là encore, c'est énormément d'argent que cette compagnie pharmaceutique a mis sur la table pour acquérir ça. Donc ça, pour moi, c'est super important parce que ça démontre qu'il y a un modèle d'affaires tout à fait viable dans le domaine des maladies rares. Donc non seulement on développe des compagnies basées sur des innovations d'ici, mais en plus on est capable d'en faire un fer de lance au niveau économique pour le Québec. Donc ça, c'est vraiment très, très peu connu. Si on prend l'exemple de Clarissa, elle vient de démarrer une nouvelle entreprise. Je pense que c'est hier ou avant-hier, elle a annoncé un beau financement. Mais et là encore, dans le domaine des maladies rares, parce qu'elle a démontré qu'il y avait un chemin vers une commercialisation, vers une rentabilité, si tu veux, des investissements qui sont faits dans ces compagnies-là. Donc oui, c'est très peu connu. On peut se féliciter, s'enorgueillir, je dirais même là au Québec et à Montréal en particulier, on a des très très belles entreprises dans le domaine des maladies rares. Ouais. Puis ça m'amène d'ailleurs à te demander à propos des essais cliniques. Tu sais que, dans le domaine des maladies rares, étant donné que les maladies sont rares, qu'on est peu populeux au Québec, puis même le reste du Canada, là, comparé à nos voisins, comparé aux pays européens, ben c'est sûr, ça fait des petits nombres pour les essais cliniques. Puis malheureusement, à part certains domaines, nous, on remarque qu'en neuromusculaire, il y a beaucoup d'activités quand même au Québec. Là, on a des grands chercheurs, des neurogénéticiens, d'autres qui...
Mais sinon, il n'y a pas tant d'essais cliniques de maladies rares là, au Québec. Ouais. Puis je pense que là, il y a une grosse initiative qui, avec un organisme qui s'appelle Catalyst aussi, là, Ouais. pour encourager la participation aux essais cliniques. Mais c'est les compagnies dont tu parlais, le problème, c'est l'investissement souvent pour la phase 3 d'un essai clinique. Là. Ils peuvent faire les essais précliniques, la phase 1, peut-être la phase 2, mais après ça, ça coûte tellement cher. Alors, comment tu vois ça pour le futur des maladies rares en termes d'essais cliniques? Moi, je pense que la clé, puis je sais que Catalyst est 100% aligné avec ça, la clé, c'est l'accès aux patients. Et autrement dit, s'assurer, et c'est le travail de Catalyst en général, c'est de faire en sorte de faciliter et de démarrer plus rapidement des essais cliniques, tout domaine thérapeutique confondu, mais c'est encore plus vrai dans le domaine des maladies rares, parce que comme tu l'as dit, il y a peu de patients au Québec. Donc, il faut être capable de les identifier, ces patients-là. Donc, dans les recommandations que l'on met de l'avant, la question du registre, moi, j'ai aussi un bon espoir avec le PL19, donc le nouveau projet de loi sur l'accès aux données de santé qui a été mis de l'avant par le ministère de la Santé, qui va être débattu là dans les mois à venir, et j'espère qu'il sera adopté avant la fin du mois de juin. Ça va donner, je dirais, les outils en quelque sorte législatifs pour pouvoir plus facilement aller identifier ces patients-là pour leur proposer d'être participants à des études cliniques. Mais après, il faut aller un pas plus loin parce qu'on n'aura jamais assez de patients juste au Québec. Il faut être capable de faire la même chose, travailler avec les autres provinces du Canada et puis dire, OK, on a un pool de patients de peut-être 10-15 patients à travers le Canada. Là, on a une taille suffisante en termes d'échantillons pour pouvoir participer à une étude clinique internationale parce que ces études-là, elles sont forcément multicentriques dans différents pays en parallèle, mais on veut s'assurer qu'il y ait un bras ou une partie de cette étude-là qui soit faite au Canada et au Québec, parce que là, tout d'un coup, c'est un espoir pour des patients de pouvoir embarquer dans un protocole, surtout une étude de phase 3. Donc là, la molécule, elle est quasiment, elle est dans ses dernières étapes avant d'aller en homologation. Donc là, c'est un espoir pour les patients aussi d'embarquer dans des études cliniques comme ça. Oui, tout à fait. C'est sûr, les patients, ils souhaitent quand on parle d'un accès précoce à des thérapies, ben l'essai clinique, c'en est un, hein, de pouvoir participer aux études, comme le dépistage néonatal en est un autre pour pouvoir identifier des bébés le plus vite possible si une thérapie existe. Écoute, merci beaucoup pour. Il ne semble pas avoir d'autres questions. Puis, donc, au courant du mois de mars, de ce que je comprends, ce document de Montréal In Vivo, fait en collaboration avec beaucoup d'acteurs, va être publié, lancé au mois de mars. On va dire plutôt fin mars, là, je me suis peut-être un petit peu emporté, mais laissons-nous un peu de temps, parce qu'on veut quand même. En fait, là, je veux juste préciser pourquoi je dis ça, c'est parce qu'en fait, pour nous, c'est important d'avoir finalement l'input de tout le monde ou la participation de tout le monde. Donc, on va en présenter les principales recommandations de façon à les bonifier. Puis, veut pas, ça prend du temps, surtout qu'il y a la semaine de relâche qui s'en vient. Bref, donc le temps de rencontrer tout le monde, s'assurer qu'on a fait le tour de tout le monde. Mettons fin mars, là, on devrait avoir un document finalisé. D'accord. Ben nous, on est bien d'accord que le plus de monde, de gens donnent leurs commentaires, leur point de vue, leur perspective, puis que tout ça soit présenté, un gros travail que vous aurez fait là, pour le ministère de la Santé et Services sociaux, puis de l'économie et l'innovation. Et donc, on pourra... Espérons qu'on sera entendu. Pardon? Espérons qu'on soit entendu. Je pense que là... on peut pas y échapper, personne ne pourra y échapper. Puis nous, vous nous dites c'est le moment, on va le publiciser, évidemment, le promouvoir sur notre page Facebook, LinkedIn et tout, pour que le plus de gens voient où on aimerait s'en aller au Québec pour les maladies rares. Mais on a de l'espoir cette année. Une politique va être écrite, ce qu'on nous a dit. Donc, c'est positif. Merci beaucoup. Puis, c'est un plaisir. Donc, c'est notre dernier webinaire de conférence là, durant le mois de février.
Je veux juste annoncer là, qu'il est encore temps de s'inscrire, puis vous pouvez vous inscrire n'importe quand durant la journée samedi. C'est notre journée éducative où là, on aura n'importe qui peut évidemment participer, mais on souhaite avoir des échanges avec la communauté rare, les personnes qui sont encore en errance diagnostique, ceux et celles qui l'ont vécu. On a un médecin de famille qui a vécu l'errance diagnostique longtemps avec sa fille et qui rencontre encore des obstacles dans le milieu de la santé malgré un diagnostic. Et un diagnostic qui est malheureusement mal connu, reconnu, et on va discuter de justement comment aider, faire en sorte que les médecins pensent aux rares. Et on aura aussi une psychologue qui, avec un atelier sur comment mieux passer à travers cette période d'errance diagnostique, comment on peut mieux soutenir ces personnes-là. Et nous aurons des invités spéciales, Swan UK, qui est un organisme Syndromes Without a Name, un organisme qui aide les sans-diagnostiqués en Grande-Bretagne, et Isabelle Jordan, qui était la présidente cofondatrice du Rare Disease Foundation, qui a vécu une longue errance diagnostique avec son fils. Et donc, des belles conférences encore, mais surtout aussi des ateliers pour échanger. Alors, vous pouvez trouver toute cette information-là sur notre site rqmo.org. Merci encore, Frank. Et, merci à toi pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir. Merci à tous et bonne journée à tous.